Marin que vous êtes, vous avez signé votre contrat d'engagement maritime. Quelles sont vos obligations? Quelle est l'obligation de votre employeur qui est l'armateur? Les obligations des parties donc au contrat d'engagement maritime. Tel est le sujet du jour. Bonjour chers abonnés, c'est avec beaucoup donc de plaisir que je me retrouve encore ce matin pour échanger avec vous. Cette fois, non plus sur la formation comme nous l'avions déjà faite, maintenant les obligations des parties. Une fois que le marin et l'armateur ont signé le contrat d'engagement maritime, quelles sont leurs obligations? Que le contrat d'engagement maritime soit à durée indéterminée, qu'il soit à durée déterminée, qu'il soit au voyage, le contrat d'engagement maritime est toujours écrit. Et les parties au contrat d'engagement sont tout naturellement le marin et l'armateur. Les marins sont donc des gens de mer qui exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire. L'armateur, quant à lui, c'est toute personne, propriétaire ou non du navire et qui l'exploite. Le marin au service donc de son employeur a l'obligation de non-concurrence, c'est-à-dire qu'il doit toute son activité professionnelle au service de l'entreprise. Il ne peut se livrer à des activités pouvant concurrencer directement ou indirectement celles relevant de l'objet social de l'entreprise avec laquelle il a contracté. Donc, non-concurrence. Le marin est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et d'une manière générale pour tout ce qui a trait à l'activité de son employeur. Il doit garder le silence, bouche cousue. Il a l'obligation de ne pas faire profiter à une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise où il est employé. Il est donc tenu au secret professionnel. Le marin est tenu de se soumettre aux règles relatives à la discipline dans chaque navire où il exerce son activité. Il est tenu de respecter les règles de discipline. Le marin est également tenu d'accomplir en dehors des heures de service le travail de mise en état de propriété de son poste d'équipage, de tout ce qui est autour de ce poste d'équipage, de son poste, de ses objets de couchage, des ustensiles qu'il aura utilisés pour son alimentation, sans que ce travail-là puisse donner lieu à des allocations. Donc, il ne doit pas attendre que ce soit son employeur qui mette à sa disposition quelqu'un pour ce nettoyage. Non, il doit assurer la propriété auprès de lui. L'armateur, quant à lui, est tenu pendant la durée de l'embarquement du marin de payer les salaires du marin, de lui fournir de la nourriture saine, de bonne qualité, en quantité suffisante, d'une valeur nutritive certaine et suffisamment variée. Donc, il ne doit pas étouffer le marin tous les jours avec un même style de repas. Non, cela doit être varié en quantité suffisante. Donc, il doit être rassasié lorsqu'il a mangé. Et cette alimentation, ce repas, doit avoir de la valeur suffisamment nutritive. L'employeur est également tenu de fournir aux marins donc le matériel de couchage, le nécessaire, le matériel pour les ustensiles de plat et tout le reste, tout ce dont il a besoin pour s'alimenter. En cas d'accident ou de maladie à bord du navire, le marin doit être soigné aux frais de l'armateur. L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition du marin ce qu'on appelle les épis, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Ce sont les combinaisons isothermiques, les gilets et bouées de sauvetage, les combinaisons d'immersion, etc. Ces équipements-là doivent être conformes aux normes et adaptés à l'activité exercée par le marin. L'armateur a également l'obligation de prendre en charge
dans la durée d'embarquement, ou alors comme durée d'embarquement, la période entre laquelle le marin quitte son domicile jusqu'à son retour à ce domicile par le chemin le plus direct. C'est donc la période d'embarquement. Cette période est commencée donc à être définie à partir du moment où toi, marin, tu quittes ton domicile pour rejoindre ton poste de travail qui est dans le navire. En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit proposer au délégué du personnel un plan social qui fera l'objet d'un protocole d'accord signé par les parties, c'est-à-dire signé par et le marin et l'amateur. Ce protocole-là ou alors ce plan social-là doit contenir le calendrier et l'ordre de départ, les mesures de reconversion possibles, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a possibilité que les choses reprennent, les activités reprennent normalement leur cours, quelles sont les mesures de reconversion possibles, les indemnités de départ et toute autre mesure donc négociée librement entre l'amateur et le marin pour atténuer donc les effets sociaux de la rupture du contrat d'engagement. Maintenant, lorsqu'à la suite d'un accident, qu'il soit de travail ou non, ou à la suite d'une maladie professionnelle ou non, le marin vient donc à subir une réduction définitive de ses capacités. Donc ses capacités ont suffisamment réduit, il n'a plus le même optimisme du départ, la même possibilité de travailler en plein temps du départ, dans l'optique donc d'éviter qu'il y ait un licenciement quelconque. L'employeur, qui est l'amateur, peut dans la mesure du possible lui proposer un emploi d'une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité résiduelle. Constater donc cette capacité résiduelle doit être constatée par un certificat médical de reprise de travail. C'est à travers ce certificat médical de reprise de travail qui définit quelles sont ses compétences qui ont été réduites, quelles sont les compétences qui lui restent, quelle est sa capacité donc à travailler. Ce n'est que donc après avoir produit ce certificat donc de travail là que l'employeur, pour éviter un licenciement quelconque, peut donc lui soumettre, si c'est possible, un travail dans une catégorie inférieure à l'activité que le marin exerçait déjà. Et en ce moment-là, il est rémunéré au taux de cette catégorie. En cas de décès du marin, l'employeur, qui est l'amateur, doit verser à ses ayants droit les sommes dues au marin jusqu'à son décès, les salaires, les primes d'ancienneté, l'indemnité de congé, l'indemnité habituelle dans l'entreprise correspondant à son travail effectif jusqu'à son décès. Il doit également lui reverser une indemnité égale à l'indemnité de licenciement si le marin, bien évidemment, justifie d'une ancienneté d'au moins 12 mois. L'employeur également doit fournir le cercueil et assurer les frais de transport funéraire du lieu du décès au lieu d'inhumation choisi par la famille à l'intérieur du territoire national. Si le marin a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, les frais de transport sont également assurés par l'amateur pour son conjoint et pour ses enfants vivant avec lui. Maintenant, lorsque le marin est admis à faire valoir ses droits à la retraite, il doit en être notifié dans un délai d'au moins 1 an. Donc au moins 1 an avant, s'il doit être mis à la retraite d'ici, je dis n'importe quoi, décembre 2023, alors au plus tard en décembre 2022, il doit être notifié de son départ en congé dans 1 an. Le marin donc, l'amateur doit à ce marin admis à faire valoir ses droits à la retraite, ce qu'on appelle la prime de fin de carrière qui lui sera reversée avant qu'il n'aille en retraite. Si vous avez aimé, likez, partagez le contenu avec tous les vôtres. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche afin de ne rater aucune notification.
À très bientôt, très bonne journée et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.